Quelles sont les étapes de la vie intime des hommes? Par quelles étapes passe un homme pour atteindre une vie sexuelle épanouie? J'avais vraiment envie de parler de ce sujet parce que on a tendance à oublier que la sexualité, c'est un espace vivant de nos vies, que ça n'est absolument pas fixe, qu'il y a des évolutions, qu'il y a des apprentissages, et je parle au-delà des simples compétences en termes de pratique. Il y a vraiment des moments de transformation, de shift de mindset, et j'avais envie de partager finalement, selon Amphos, selon la plaisirologie, mais bon, inspirée du tantrisme, du taoïsme, de certaines philosophies ancestrales, quelles étaient finalement les grandes étapes dans la vie intime d'un homme pour atteindre un sommet de plaisir assez intéressant. Pour moi, il y a 3 grandes étapes. Je vais les partager, mais elles ne sont pas forcément dans un ordre chronologique. Elles peuvent se mélanger. On peut dépasser une certaine étape et être encore un pied dans une autre. Donc le but, c'est vraiment de voir ça comme quelque chose de vivant et que ce n'est pas dans une temporalité linéaire, mais plutôt humaine, une temporalité plutôt psycho-émotionnelle. Alors, un point quand même très important, c'est ce que moi j'ai appelé la sexualité d'ego. Ça, on l'observe énormément aujourd'hui. Alors, j'oppose souvent sexualité d'ego et sexualité de cœur. C'est-à-dire que la sexualité d'ego, en gros, tu vas penser qu'à ta gueule. Excusez-moi le vocabulaire, mais c'est finalement vouloir faire de la sexualité uniquement pour se satisfaire soi-même. Alors oui, évidemment, il y a une composante égoïste dans la sexualité, puisque les sensations que je vais ressentir, c'est les sensations de mon corps, c'est quelque chose qui m'appartient. Mais la sexualité de cœur, c'est la sexualité qu'on va faire dans la rencontre avec l'autre, c'est-à-dire qu'on va co-créer un espace de partage, même si finalement le plaisir que je vais ressentir, c'est mon plaisir, c'est le mien. En même temps, il y a une ouverture à l'autre et c'est ce qui va se traduire par l'envie de faire attention à l'autre, d'être dans l'empathie, de faire en sorte que la personne est bien tout au long du rapport, de communiquer, d'être dans une clarté d'intention. Donc là, on est dans une vraie sexualité de cœur, ça veut dire qu'on n'a pas peur de l'émotion associée à la sexualité versus dans la sexualité d'ego, on veut surtout pas avoir affaire à de l'émotion et donc on va être complètement déconnecté de l'essence même, je dirais, spirituelle de la sexualité, puisque on ne veut pas associer les émotions parce qu'on en a peur, parce qu'on a peur de l'amour. Je pense qu'il faut faire aussi un distinguo entre émotion et amour. Je veux dire, on peut avoir de l'émotion dans un rapport même éphémère avec quelqu'un et quand même partager de l'émotion parce qu'on partage de la vulnérabilité, on partage de l'intimité physique, charnelle, émotionnelle. Je veux dire, le fait de faire l'amour, c'est se mettre à nu à tous les niveaux. Donc je me mets à nu physiquement, je me mets à nu émotionnellement. La personne va avoir accès à des parties de moi, même au-delà du physique, de l'anatomique. Cette personne va avoir accès à des parties de moi que je ne montre pas à tout le monde. Et c'est même pas une question de est-ce que je suis prude ou pas, mais c'est simplement le fait de retrouver un peu ce côté précieux du fait de partager ces espaces-là avec des personnes qu'on choisit, que ça soit pour une nuit, quelques nuits, voire toute la vie. Donc, quand on sort de la sexualité d'ego, on va rentrer dans de la sexualité de cœur, c'est-à-dire qu'on est véritablement dans une rencontre pour une complicité profonde au niveau érotique qui va se nourrir d'autres complicités. Je te renvoie à ma vidéo sur les ingrédients d'une belle relation parce qu'on ne peut pas baser toute une relation sur la complicité érotique, on a besoin d'autres choses. Mais c'est vrai que quand on est dans une sexualité de cœur, la complicité érotique va être enrichie, ça va être un espace, l'intime, extrêmement créatif, extrêmement source de plaisir, source de connexion, source de confiance, source d'épanouissement. Donc c'est tout bénef. L'autre étape dans la sexualité masculine, ça va être l'étape de la sexualité phallocentrée. C'est-à-dire, je sors de la sexualité phallocentrée qui organise les rapports essentiellement autour de l'acte pénétratif. Souvent, moi j'entends encore beaucoup, on l'a pas fait pour de vrai, on l'a pas fait en entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu pénétration pénis dans vagin, alors que la sexualité commence à partir
du moment où les corps se touchent. Il n'y a pas besoin de sexualité pénétrative pour que ça soit un vrai rapport. Quand on comprend comment le plaisir féminin s'organise, se construit, s'explore, la pénétration, même si elle peut être très savoureuse, très satisfaisante pour les femmes, ce n'est pas la stimulation principale qui amène à un maximum de plaisir. On le sait que pour la majorité des femmes, pour atteindre l'orgasme ou en tout cas un niveau très élevé de plaisir, on a besoin d'une stimulation interne et externe au niveau de la vulve. Donc en interne via la pénétration, et là on va stimuler les bulbes du clitoris, et par une stimulation externe au niveau du gland du clitoris pour parvenir le plus facilement à l'orgasme. Donc finalement, ça demande de sortir quand même du phallocentrisme, en fait, de penser autrement qu'à travers la pénétration, au-delà de la pénétration. Et quand on sort de ce rapport intime phallocentré, ça finalement ouvre le champ des possibles parce qu'on a tendance à peine utiliser 10% de la capacité érotique sensorielle de nos corps, alors qu'en fait toute notre peau, et ça je le répéterai jamais assez, toute notre peau, des orteils jusqu'au crâne, est source de plaisir et le vivier de zones érogènes. Et quand on sort du phallocentrisme, finalement, on va explorer beaucoup plus la richesse du corps, la richesse des sensations. On va même s'autoriser à prendre plus le temps, c'est-à-dire de créer davantage de points de rencontre au niveau des phases excitatoires, entre la phase excitatoire masculine et la phase excitatoire féminine, pour pousser encore plus de portes de plaisir. Donc quand on sort du phallocentrisme, on se pose moins de questions autour de la performance, de est-ce que je vais venir trop vite, etc. Parce que finalement, on s'économise cette pression. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus la pénétration, etc. Mais c'est juste que maintenant, ça devient une carte parmi le jeu de cartes complet de la sexualité. Et peut-être qu'à des moments, elle va sortir, peut-être à des moments, elle ne va pas sortir, peut-être parfois, elle va sortir, mais elle sera une actrice mineure de la scène. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est important quand on fait l'amour ? C'est la rencontre des corps, c'est la connexion, c'est le plaisir partagé, c'est ce moment un petit peu magique qui se crée. Donc quand on sort de la sexualité phallocentrée, on va élargir le champ des possibles en termes de sexualité et de plaisir. Et la troisième étape hyper importante dans la sexualité masculine, c'est quand on dépasse l'étape de la sexualité de friction. Alors, peut-être tu n'as jamais entendu parler de ce mot-là en termes de sexualité. En fait, la sexualité de friction, c'est un peu le mode Roger Rabbit, c'est le côté où ça claque, le côté où c'est juste des va-et-vient. Quand on sort de la sexualité de friction, déjà, on va s'autoriser à prendre plus le temps, à être un peu plus dans ce côté slow sex, éloge de la lenteur, parce qu'on ne ressent pas le besoin juste de... Et ça vient du porno, c'est ce côté money shot, où ce qui va être excitant, c'est l'intensité, c'est la rapidité, etc. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas être source de plaisir ou d'excitation, mais en fait, on est conditionné dans le monde occidental à cette sexualité de friction. Quand un homme sort de cette sexualité de friction, déjà, il va voir qu'il peut durer beaucoup plus longtemps. Donc, finalement, c'est très valorisant en termes de performance. Quand un homme sort de la sexualité de friction, il va aussi voir qu'il va procurer beaucoup plus de plaisir à sa partenaire. Parce que quand on n'est plus sur des mouvements de frottement, des ronds de bassin, etc., on va venir stimuler de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus intense, les bulbes du clitoris, la zone G et en fait tout l'organe sexuel féminin, et pas que en fait, parce que les corps vont davantage se frotter et la multiplication des sensations va créer un effet assez explosif, si je peux me permettre. La sexualité de friction, c'est vraiment une étape très importante à passer dans la vie intime des hommes, qui va permettre de sortir de ce paradigme de la performance à tout prix, le fait de durer longtemps, cette peur de l'éjaculation précoce. C'est aussi une période où on va justement explorer l'acte pénétratif différemment, on va être à la recherche de mouvements qui vont être plus suaves, plus intenses, plus doux, quelque chose parfois même sauvage. Donc en fait, à nouveau, on va ouvrir de nouvelles portes, ça va être très enrichissant dans la sexualité. Et en fait, il faut comprendre que la sexualité de friction, par défaut, elle va être plus excitante pour les hommes
au-delà de l'aspect psycho-émotionnel, mais même d'un point de vue sensoriel au niveau de la peau, ça va être quelque chose qui va leur procurer par défaut un peu plus de plaisir, parce que c'est la base d'être par des va-et-vient, et on le voit même dans l'acte masturbatoire où c'est plutôt quelque chose de haut en bas, que chez les femmes, le mouvement qui va être plus excitant, ça va être les mouvements un peu plus circulaires ou de tapotement, etc. On n'est pas sur les mêmes par rapport à la recherche du plaisir. Et on pourrait se dire, ouais, mais pourquoi c'est aux hommes de s'adapter au plaisir féminin? Parce qu'en fait, le plaisir féminin il est beaucoup plus riche par défaut. Le clitoris a quasiment le double de capteurs, de récepteurs sensoriels que le pénis. Donc en fait, désolé messieurs, même si vous ressentez du plaisir, le plaisir féminin sera toujours plus enrichi. Donc j'ai envie de dire, je vous le dis avec beaucoup d'amour, tirez les enseignements que le plaisir féminin a à vous offrir, en fait, que la satisfaction que vous allez ressentir d'être l'invité dans le plaisir féminin et finalement cet honneur d'être le témoin de cette explosion, ça a une valeur mais assez incroyable, et de voir que vous êtes capable d'accompagner à ça, c'est waouh quoi, enfin c'est la meilleure des performances qu'on peut rêver. Donc voilà, il y a un enseignement à tirer de tout ça et j'avais envie de le partager dans cette vidéo pour que tu puisses voir à quel point tu peux enrichir ta sexualité et que ça ne dépend pas simplement des pratiques, de qu'est-ce que je fais, des techniques, etc. Bien sûr, c'est important, c'est quelque chose qui peut être extrêmement épanouissant de s'ouvrir à des nouvelles pratiques, à faire les choses différemment, et en même temps de voir en termes de mindset, en termes de comment j'appréhende la sexualité, comment j'ai envie d'évoluer au cours de ma vie sexuelle tout au long de ma vie. Là ça devient intéressant parce que tu vois la sexualité sur du long terme et pas comme quelque chose de fixe, de je le fais juste X fois par mois. Et bien sûr, la régularité peut être quelque chose d'important, mais ça fait partie d'un écosystème beaucoup plus global que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Dans le cas où tu as des questions autour de ces étapes de la vie sexuelle des hommes, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Abonne-toi pour ne rien manquer de la chaîne dédiée au plaisir. Et pour les femmes qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de renouer avec leur désir et leur plaisir, je suis la personne qui t'accompagne à faire ce travail et retrouver la légèreté, le naturel dans ta vie intime et la relation à ton corps. Toutes les infos sont en barre de description. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye!